Bonsoir madame, bonsoir monsieur, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Plaisir de lire, comme chaque mercredi après-midi sur Zouk TV. Et comme chaque mercredi après-midi, j'ai le plaisir et je suis honoré de recevoir un amoureux, une amoureuse de la lecture. Et là, je suis très honoré de la recevoir cet après-midi. Nous nous tournons tout de suite vers... Oui, bonsoir Ludovic, et puis bonsoir à l'équipe de Zouk TV, et particulièrement Madame Montlouis, et bonsoir à vous, tous et toutes qui nous écoutez, qui nous regardez. Donc c'est Madame Delors là, qui est là, et puis qui vous fera peut-être plaisir cet après-midi, pourquoi pas. Nous n'en doutons pas, hein. C'est une certitude même. Donc, bien, comme d'habitude, nous aurons l'opportunité de voyager, je pense réfléchir, questionner nos habitudes. Oui. Et avec Marie-Laurence, je pense qu'on ne va pas casser cette habitude. Donc, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Alors, cet après-midi, j'ai décidé de clore donc le cycle de Julia de Funès, qui est docteur en philosophie, diplômée en ressources humaines et consultante de philosophie pour les entreprises. Donc, son dernier ouvrage, c'est d'octobre 2022. Et c'est la suite de la comédie Inhumaine. Et c'est la conséquence de cet ouvrage qui s'appelle Développement impersonnel, le succès d'une imposture. Donc, j'ai choisi de vous en parler d'une part parce que, je trouve que le livre est très intéressant et je vais montrer pourquoi. Et facile d'accès. Bon, il n'y a pas beaucoup à lire, mais il y a beaucoup à apprendre. Et vous pouvez l'acheter pour 7,40 €. Donc, c'est dans les comptes de tout un chacun. Et donc, cet après-midi, ce livre de Julia de Funès, Le développement impersonnel. Alors, ce livre traite du développement personnel. Alors, pourquoi a-t-elle été amenée à produire ce petit livre? C'est d'abord parce qu'elle a constaté que les rayons des librairies, et si l'on regarde aussi chez nous, les rayons des librairies sur le bien-être et sur le développement personnel, ça prend de plus en plus de place dans les librairies. Et elle a regardé et elle a constaté qu'il y a quand même 31% de gens qui lisent au moins une fois de l'année un bouquin de développement personnel. Et du point de vue du poids financier, c'est plus de 53 millions d'euros donc par an. Donc c'est quand même pas une petite affaire. Donc par rapport à ça, elle s'est dit, mais qu'est-ce qui peut bien pousser les gens à lire ce type de livre? Et aussi, elle s'est surtout penchée sur les auteurs. Alors, et pour démarrer son étude, elle a pu lire au moins 3 ouvrages de développement personnel. Le premier ouvrage, L'authenticité en 5 leçons, 10 recettes du bonheur, La confiance en soi, mode d'emploi, et puis aussi Réussir sa vie, d'accord, en plusieurs leçons. Alors, qu'est-ce qui fait le succès de ces livres? Sur quoi repose ce succès? Et c'est ça, le but, c'est d'interroger. Quand on dit, par exemple, les recettes du bonheur, on peut s'interroger. Si on dit des recettes du bonheur, ça voudrait dire que, voilà, à partir du moment où j'ai la recette, je réalise et je suis heureux. Au rythme où on achète ces ouvrages-là, ça voudrait dire que les gens seraient de plus en plus heureux. Au moins 30% des gens qui lisent et qui ont lu ce type d'ouvrage se diraient heureux, et si on multiplie par ceux qui sont autour d'eux, on arriverait à 50% de gens
qui se disent heureux de leur vie et que la vie est réussie. Or, qu'est-ce qu'on constate? C'est que de plus en plus, on est dans des phases de dépression, de burn-out. C'est donc en quelque part que la question du bonheur, c'est pas une question de recette. D'accord? Et elle dit la première chose, pourquoi les gens vont vers ce type d'ouvrage de développement personnel? Parce qu'il y a un effondrement du religieux. Il faut bien voir que le religieux a structuré la vie des gens. C'est-à-dire que le religieux donnait des conduites aux gens, d'accord, une manière de vivre aux gens qui permettait, et qui permet toujours, en partie, d'accord, de trouver une forme de sérénité et une forme d'apaisement. Or, il y a cet effondrement-là. Le deuxième effondrement, les grandes idéologies politiques sont complètement affaiblies. Avant, on pensait que la politique pouvait changer la vie. Et même que le maire de la commune pouvait changer la vie des administrés. Ne serait-ce que pour donner un travail. La réalité, c'est que depuis plus d'une dizaine d'années, la politique ne fait plus rêver. Au contraire, on va vers une professionnalisation des politiques. Pas seulement un rajeunissement, mais la politique devient une profession. Dire ça, ça veut dire que les gens font carrière en politique. D'accord? Donc, il y a eu l'effondrement du religieux, il y a eu l'effondrement du politique, et il y a du côté des familles des grandes difficultés. Autrement dit, dans les familles, on pouvait trouver un soutien, mais les familles étant en difficulté financière, psychologique aussi, donc ça s'est affaibli. Et les religions qui proposaient, ne serait-ce que des compagnons, c'était comme des agences matrimoniales où on organisait la vie, un tel, bon, ben, tu vas te marier, c'est déjà prévu, on voit, donc c'était organisé et on n'avait pas besoin de passer je dirais, en quelque part, dans des, on va dire, aller sur les réseaux sociaux, trouver, des sites du type adopteunmec.com et tout. C'est assez symptomatique. Comment on peut adopter un mec? Moi, je comprends pas. Mais il faudrait qu'on me dise si on adopte comme on adopterait un animal ou voilà. Et alors que, en quelque part, on oublie que il n'y a pas de recette du bonheur. Donc, s'il y a un tel engouement, c'est parce qu'il y a un vide. Et face à ce vide, on est face à un problème existentiel. Comment développer son moi? Et qu'est-ce que ce moi? On avait vu que dans l'un de ses ouvrages, que le moi, finalement, quand on regarde bien, c'est jamais quelque chose de stable. Oui. C'est jamais quelque chose de stable, autrement dit, que le moi profond n'existe pas, dans la mesure où chaque fois qu'on agit, en réalité, on est toujours la somme de toutes nos actions. On est la somme de nos multiples perceptions changeantes. C'est ça. Parce que le piège de l'identité, on l'avait vu que c'est de croire qu'il y a une identité immuable, figée, sur laquelle on peut reposer, soit sur la race, soit sur la couleur, soit sur le sang. Et puis, on avance. Or, la réalité montre que ça ne fonctionne pas comme ça. Pourquoi? Parce que on est soumis au temps. Et donc, là, le développement personnel repose sur cette illusion d'un moi qui est figé et sur lequel on peut agir. Alors, c'est vrai qu'on ne va pas agir seul.
qu'est-ce qu'on va rencontrer? On va trouver un coach. Alors, le coach, c'est pas un médecin. Le médecin, il a un savoir et il est en position haute et moi, je suis en position basse. Il vient avec ses connaissances et il me dit, bon, ben voilà, madame Untel, vous avez ça, vous devez faire ça. Donc, il est directif. Et le coach, c'est un accompagnateur qui se veut bienveillant et qui parle le même langage que vous, qui a un langage simple, mais oui. Et ce langage simple repose sur votre volonté. Si vous voulez, vous pouvez. C'est quand même dur, hein, ça, quand même, quand on réfléchit bien. Si vous voulez, vous êtes capable de changer votre configuration physique, puisque vous avez des coachs pour maigrir, pour vous habiller, pour trouver le bon compagnon, d'accord, pour vous insérer dans la vie professionnelle, pour développer l'estime de soi. Mais ce coach-là, il ne vous lâche jamais la main. À quel moment ça se termine, on ne sait pas. Donc, elle dit la première chose, c'est que faire reposer le développement personnel sur le moi, c'est d'abord une illusion. C'est pourquoi elle dit que c'est une imposture, c'est-à-dire que au sens où l'imposture, c'est une tromperie. D'accord? Et elle dit la deuxième chose, c'est que comment faire reposer un prétendu développement personnel sur une volonté? La volonté, c'est quoi? Parce qu'il faut bien voir la volonté, ce que c'est. La volonté, c'est pas la velléité. Dans la velléité, c'est une décision plus ou moins molle que je peux prendre. C'est le désir de bien faire. C'est-à-dire, je prends un exemple. Un élève dit, bon, ben, voilà, j'ai envie de réussir, madame, etc. Il part avec de bons sentiments, on va dire. D'accord? Mais derrière, ça ne suit pas, il n'apprend pas les leçons, il ne rend pas les exercices, ou il rend quand il veut. On ne va pas dire de cet élève qu'il est volontaire. Il a du désir de bien faire, mais il n'est pas volontaire. C'est pourquoi moi je ne mets pas volontaire à ce type d'élève. J'ai dit, bon ben, il y a du désir, on désire faire des choses, mais on n'y arrive pas. D'accord. L'élève volontaire, la volonté, c'est la capacité de se déterminer en connaissance de cause. Ça suppose quoi? Des connaissances. Ça suppose une vision de la finalité de l'action. Et puis, troisième chose qui est indispensable, tu exécutes. S'il n'y a pas d'exécution, il n'y a pas de volonté. Tu restes dans une forme de velléité. Bon, c'est comme un maire qui veut, par exemple, changer le marché. Et puis bon, oui, mais si tu mets pas tu n'organises pas des emplacements, chacun va se taper dessus. D'accord? Donc, on peut dire d'une certaine façon, le désir est passif, hein, tandis que la volonté est active, en tout cas, et dans l'action, on recherche l'action. Oui, mais il faut qu'il y ait du désir dans la volonté. Parce que si tu n'as pas le désir dans la volonté, tu n'as pas de volonté. Mais tu ne peux pas te contenter dans la volonté du désir, aussi puissant soit-il. Il faut avoir une vision de la finalité de ton action et mettre en œuvre les moyens pour y arriver. Parce que tu as des désirs qui vont toujours rester des désirs. Oui, heureusement parfois. Ah oui, heureusement parfois qu'il faut que les désirs restent des désirs. D'accord? Donc, le désir n'a pas besoin d'être actualisé et, je dirais, en quelque part, effectué. Parce que dans l'art des désirs insatisfaits, ben c'est parce qu'il y a des désirs insatisfaits qu'on est artiste. Hein. C'est qu'on a des blessures. Et on prend tous les artistes, tous les écrivains, les grands écrivains, ils ont eu des blessures. Je prends le cas de Hervé Bazin dans Vipère au point, par exemple. Ben, il a voulu être un grand, ce qu'il est, un grand écrivain pour sa mère. Et sa mère était toujours vivante et il dit à sa mère, bon voilà mon roman, etc.
Sa mère lui dit, mais comment va ton frère? Elle a ignoré totalement. Et ce folcoche, c'est sa mère. Sa mère avait un amour démesuré pour l'un de ses frères. Et il est mort avec cette blessure-là. Et la mère est morte, elle n'a jamais dit à Hervé Bazin qu'elle l'aimait. Donc, en quelque part, ça a permis de faire un conte écrivain. Et vous prenez n'importe quel artiste. Ouais. N'importe quel artiste, c'est ça. Et donc, la volonté, dire qu'on peut réussir sa vie avec des recettes, c'est faire peser sur l'individu déjà fragile la responsabilité. Et quand il échoue, les effets indésirables, entre guillemets, ce sont les dépressions. Parce que quand vous n'y arrivez pas, vous dites, bon, ben vous êtes nul. Autrement dit, au départ, ce n'était pas possible. Parce que le développement personnel, c'est fait passer le bonheur comme si c'est une somme de recettes. Et ce qu'elle dit de très important, voilà des gens qui donnent des recettes et qui disent que c'est du développement personnel, alors que ce qu'ils proposent, en réalité, ce sont des recettes à tous. Comment tu t'adresses à moi comme personne pour des recettes qui sont valables pour tous? Donc il y a une contradiction. Et c'est ça. Et cette contradiction, elle dit, c'est une imposture, c'est une tromperie. Parce que si le développement est si personnel, les solutions ne peuvent être que personnelles. Et elles ne peuvent pas être universalisables et valables pour tous. Si elles sont valables pour tous, c'est pas du développement personnel. Développement collectif. Oui, c'est du développement collectif. Alors, voilà ce qu'elle dit, c'est que dans le développement personnel, voilà, il y a le triomphe de l'individu. Le seul et unique critère valable d'une vie réussie devient le moi. Le centre de gravité de l'individu se situe dorénavant en lui-même et non dans la sphère privée. Et ça, c'est une nouveauté. Quand on regarde dans la Grèce antique, réussir sa vie, c'est être inséré dans la cité. C'est ce que dit Aristote, l'homme est un animal politique. C'est-à-dire qu'il suffit, pour être heureux, de trouver sa place dans la société. Or là, dans le développement personnel, la place dans la société, l'autre est totalement évacué au profit du moi. D'ailleurs, on voit ça beaucoup dans les classes aujourd'hui. Madame, vous avez corrigé mon devoir. Je dis bon, alors là, je n'ai pas corrigé ton devoir. J'ai corrigé les devoirs de la classe. Donc maintenant, tu me demandes si j'ai corrigé les devoirs de la classe. Je te dis oui. Maintenant, ton devoir, tu fais partie de la classe. Ton devoir est corrigé. Voilà. Mais quand tu me dis ça, c'est inapproprié. Et c'est ça qu'on a. Sinon, je te donne un cours personnel. Oh, tu es dans une classe, c'est pas un cours individuel que je donne, c'est un cours collectif. Donc, il y a cette propension à faire du moi le centre de gravité. Et qu'est-ce que ça donne? Chacun est dans sa vérité. Du moment qu'il est libre de conduire sa vie comme il l'entend. Donc, c'est une prise progressive des hommes sur leur propre univers. Ils deviennent de véritables narcisses. D'accord? Narcisse, c'était celui, donc, qui, en fait, se prend pour le seul et unique moi. Et il tombe amoureux de sa propre image. Et il ne sait pas que c'est lui qui l'aime. Donc, nous sommes des narcisses. Et ce qu'elle dit, c'est que les réseaux sociaux vont amplifier cette tendance-là. Vous regardez, vous postez une image et vous regardez les jeunes comme les adultes. Ah oui, ça c'est clair. Ils veulent
combien de likes qu'ils ont sur leur image. Alors là, ils ont des images de tout, toutes les semaines, il y a une ou des images. Bon, voilà. Et donc, il faut un nombre de likes. Et vous voyez une addiction des adultes comme des jeunes, quel que soit l'âge. Donc, c'est une addiction. Alors, c'est ça, le moi superficiel. Alors, donc, il y a, dit-elle, cette impression que donne le développement personnel de donner des recettes. Alors, bien évidemment, comme elle le dit déjà, Narcisse demeure attentif au nombre de likes sur ses posts et à la vitrine de lui-même qu'il compose avec soin sur les réseaux sociaux. L'écran a remplacé le lac. Mais Narcisse préfère encore toujours l'image idéale qu'il renvoie de lui-même à travers la réalité fragile de ce qu'il est. D'autant plus que la photo que tu mets, tu peux la transformer comme tu veux. Bien sûr. Tu as des logiciels qui arrangent, qui retirent la tâche, qui retirent les boutons. En fait, bon, tu as l'image idéale de toi que tu donnes à liker. Maintenant, est-ce que cette image idéale, cette représentation idéale que tu as, est-ce que le like que tu reçois, c'est pour toi ou bien c'est sur l'image que tu donnes? La personne ne se pose pas la question, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose parce que, en réalité, la personne adhère à cette représentation qu'elle a elle-même fabriquée, hein, parce que ces personnes qui t'arrangent, hein, c'est toi qui décides, même si c'est quelqu'un. Mais tu es là, oui, mais je trouve que je suis trop claire. Là, je trouve que ça va plus là. Donc, c'est ça. Donc, on est à ce stade. Et elle dit, le renforcement de l'image est inversement proportionnel à la dévitalisation du moi. Autrement dit, plus mon image est renforcée par Facebook, plus mon moi, que je crois profond, il est dévitalisé, c'est-à-dire qu'en réalité, il est dévalué. Il est dévalué au sens où j'adhère à cette représentation idéalisée du moi que j'ai moi-même fabriqué. Ce que les élèves appellent avatar. Bon, mon avatar. D'accord? Bon, parce que pour le grand tour, les élèves choisissent certains aspects comme ça, et puis il y en a une qui travaille dessus, par exemple. C'est-à-dire cette image idéalisée du moi. Je ne l'avais pas perçue, hein, c'est les élèves qui m'ont fait percevoir. Donc, comme quoi qu'on apprend toujours de ces élèves. Toujours. Alors, l'inconvénient de ça, cette dévitalisation et cette dépréciation du moi, cette dévalorisation du moi, eh bien, c'est la fatigue d'être soi. Parce que qu'est-ce que la dépression, sinon cette fatigue d'être soi? Signe de quoi? En réalité, que je ne peux pas assumer ça. C'est-à-dire que la fatigue dépressive, c'est signe d'une responsabilité et d'une incapacité à agir. La fatigue dépressive épuise, vide, rend incapable d'agir. Parce que dans la dépression, les gens disent « Ah, mais reprends-toi, tu peux agir. » Non, la personne ne peut pas. C'est pas parce qu'elle ne veut pas, elle ne peut pas. Il n'y a pas qu'à faire esprit. Il y a bien une souffrance. Et ça, on a du mal à comprendre cette souffrance aujourd'hui. Eh bien, quand on est passé par différents stades on va dire, du développement personnel, parce qu'il y a du développement personnel en entreprise aussi, hein. Oui. D'accord? Bon, comment faire? On rend heureux. Le but dans l'entreprise, c'est de rendre le travail heureux. Mais non, c'est pas ça le travail. Le travail, non. Il faut que je puisse réaliser ce pourquoi j'ai été recruté. Si j'ai pas les moyens de faire ce pourquoi j'ai été recruté,
Ben, à quoi ça me sert? C'est pas parce que tu vas mettre du sport entre midi et 2, c'est pas parce que tu vas mettre quelques petits jeux pour moi que je serai heureux ou heureuse. Donc c'est une arnaque, et c'est ça qu'elle dit. Donc, l'individu fatigué est souvent soumis à une pesanteur interne. Alors, ça accroît sa dépendance, parce que plus je me sens dévalué, plus je suis dépendant du coach, et plus aussi je me sens incapable d'aller plus loin. Ai-je le droit de faire ceci? Donc on va se poser la question. Ai-je le droit de faire ceci ou cela? Suis-je capable de le faire? L'homme devient névrosé parce qu'il ne peut supporter le degré de renoncement exigé par la société. Parce qu'en réalité, dans le développement personnel, il y a cette illusion que je peux m'affranchir en quelque part des injonctions de la société. Il suffit de positiver. Il suffit de positiver pour que les choses soient positives. C'est ce qu'on vous dit en entreprise. Bon, positiver les choses, madame un tel, bon, monsieur un tel, de la bienveillance, etc. Il faut de la bienveillance, mais envers les élèves. Je ne sais pas ce que ça signifie. Je ne sais pas si ça signifie de leur donner des notes, même s'il n'y a pas le niveau. Je ne peux pas. Je le dis comme je le pense. Je ne sais pas ce que ça signifie. S'il faut de la rigueur, je comprends ça. S'il faut de la bienveillance, je ne comprends plus. D'accord? Parce que je me dis, bon, s'il faut de la compréhension, là, ça me parle. D'accord? Ça me parle de la compréhension de l'organisation. Mais de la bienveillance, est-ce qu'il faut relâcher prise? Est-ce qu'il faut ne pas réclamer un certain nombre d'exigences? Donc, voilà encore les inconvénients de ce qu'on appelle le développement personnel. Alors, elle dit ensuite, dans les inconvénients, on développe comme une peur. La peur de ne pas être à la hauteur. On développe parce que comme il y a une injonction à être heureux, comme le bonheur dépend de ta volonté, de ton exécution des recettes, bien, tu as peur d'échouer. Peur de ne pas être soi-même. Peur que sa propre identité se dissipe. Et peur de ne pas avoir accès à cette part mystérieuse de nous-mêmes. Alors, quant au fond, qu'il faut accepter cette part imprévisible. Alors, comment s'en sortir? Parce qu'elle le dit, il y a dans le développement personnel quelque chose qui a à voir avec l'instantané. Il suffit d'avoir les recettes, parce qu'elles sont faciles quand on lit ces livres. C'est facile, voilà, c'est facile. Il y a la rapidité. Et toutes ces techniques, elle dit, proposent une instantanéité. Pourquoi? Parce que une recette se veut rapide, immédiate, efficace. Et les recettes n'entrent pas dans le développement. Quand on regarde bien, un développement, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est quelque chose sur la durée. Et puis il y a des hauts, il y a des bas, il y a des phases. Et ça, dans le développement personnel, non. Le développement personnel est linéaire. Et il repose uniquement sur le moi. C'est l'idéologie de la toute-puissance du moi. Alors, c'est pourquoi il faut déconstruire, dit-elle, le développement personnel. Alors, il faut déconstruire le développement personnel. Pourquoi? Parce qu'il présuppose 3 points qui ne questionnent pas. On confond la volonté et la raison. On confond la volonté et la liberté. La volonté et la maîtrise. Alors, je vais prendre d'abord la volonté et la raison. D'accord?
La volonté, on a dit que c'est la puissance de se déterminer ou de ne pas se déterminer. D'accord? Le plus souvent, pour que la volonté soit claire, il faut qu'elle soit éclairée. Éclairée par quoi? Par une forme de connaissance. La raison, c'est une autre faculté. Cette faculté, quand on regarde l'étymologie du mot raison, c'est ratio. D'ailleurs, le créole reprend ça, ratio qui veut dire calculer. Donc, en créole, nous qu'a dit, nous qu'a calculé. C'est ça, raisonner. Donc, le créole a repris la terminologie étymologique. D'accord? Donc, c'est calculer, mesurer. Donc, la raison calcule et mesure. Pourquoi faire? Évaluer. D'accord? Donc, la raison est dans l'évaluation. Soit on évalue de façon théorique, soit on évalue de façon pratique. Donc, ça donne la raison pratique et ça donne la raison théorique. Or, le développement personnel met de côté cette raison qui va interroger, évaluer pour uniquement pointer uniquement la volonté. On confond volonté et liberté. Oui. C'est pas parce que et Spinoza prend cet exemple. Le bavard croit pouvoir librement parler. Bon, on était un tel, pourquoi tu parles? Madame, je parle pas. Qu'est-ce que tu dis? Mais je sais pas. D'accord? De même l'ivrogne, dit Spinoza, il croit pouvoir parler selon un libre décret de sa raison. Mais en réalité, c'est l'alcool qui le fait parler. C'est son corps qui le fait parler. Donc, la volonté est toujours biaisée. La volonté, en réalité, elle est toujours biaisée, elle est toujours concurrencée. Par quoi? Par la puissance du corps. Oui, par nos pulsions. Spinoza, 17e, déjà dit, on ignore la puissance du corps. Je veux bien me lever le matin. Mon réveil sonne. Mais qu'est-ce que je pourrais rester couché? Ah, c'est pas vrai. J'éteins le réveil et hop, le corps, il est puissant. Plus puissant que ma raison, que ma volonté de me réveiller. Et les jeunes, et même les adultes, parfois il faut les secouer, un tel, il faut se réveiller. D'accord? Donc il y a la puissance du corps. Donc, en réalité, la volonté n'est pas toujours libre. Je peux vouloir quelque chose qui me supprime ma liberté. Parce que être dans une addiction, c'est se supprimer la liberté. Oui. Puisque je suis dépendant d'un produit, alcool ou autre. Donc, oui. Et les gens disent, je gère. Tu gères quoi? Ah oui, madame, je suis volontaire, je gère. J'ai dit, ah bon? Eh bien, voilà. Eh bien, gère toujours ton pétard ou autre. D'accord, ok, bon. Donc, non, on ne gère pas. Donc, ils n'ont pas la volonté. C'est que la volonté est impuissante face au corps. Et faire le développement personnel reposé sur la puissance de la volonté, c'est tromper les gens. C'est leur dire, bon, il suffit de recettes, et si vous ne les exécutez pas, c'est de votre faute. Autrement dit, je paie un coach, et il me dit, si tu ne fais pas, en réalité, moi je suis bien. Je te donne les bonnes recettes, mais toi, tu n'es pas au niveau. Donc, il faut te mettre au niveau. Et donc, par conséquent, on va accepter ça d'un coach, aller accepter ça d'un médecin. Non, docteur, je ne comprends pas. Vous m'avez donné des médicaments là, bon voilà. Heureusement qu'on le dit au médecin aussi. Mais le coach, il est même plus puissant que le médecin et plus puissant que le prof. Parce que quand on donne des indications, ah madame, je regardais sur le net, je regardais, donc on n'a aucune autorité. Aucune. Donc c'est ça. Aujourd'hui, s'il y a des gens qui sont super puissants, c'est le coach. C'est le coach en tout, c'est bon pour s'habiller, c'est magique. D'ailleurs, il y a des émissions faites pour ça, et il y a des gens qui s'y mettent. Moi, je les ai suivis pendant un moment. D'accord, je trouve ça tout à fait agréable, mais ça m'empêche pas
de m'interroger. D'accord? Et c'est ça, son but, c'est pas simplement de dire aux gens, n'allez pas vers ça. C'est de dire, bon, ben, le développement personnel n'est pas si personnel que ça. Attention, vous avez une possibilité de vous interroger sur ce que vous faites. Et c'est ce qu'elle fait à la fin du livre. Elle dit la chose suivante. Pour être conscient, exister, ça consiste, et elle cite Henri Bergson, pour être conscient, exister consiste à changer. Changer, c'est mûrir. Se mûrir, c'est créer indéfiniment un soi-même. Autrement dit, on va dire le moi est en perpétuelle création et fabrication. Il n'y a pas un moi définitif. C'est pourquoi, même à 90 ans, je peux estimer que j'ai des choses à faire. Pas de la même manière, mais j'ai des choses à faire. C'est pas aux autres de me dire ta vie est finie à 90 ans. C'est moi qui peux estimer. Et d'ailleurs, les grandes personnes se disent, bon, moi, j'ai fait tout ça, mon y a fait, mon attendre. Il faut respecter sa décision, comme il faut respecter la décision de celui ou de celle qui a 90 ans et qui dit, je peux faire des choses. Et c'est pas à dire que ces gens-là ne font pas ces choses, parce que vous avez des gens qui vont dans leur jardin à 90 ans. Oui. Ouais. Et qui mangent, bon, alors qu'il y a l'un de leurs enfants, 50 ans, à la maison. Je mange, je vois. D'accord? Dans toutes les familles en Martinique. Donc ça m'amuse. Je vois le papy comme ça, avec ses bottes, qui va faire à manger pour les bœufs. Alors, c'est ça. À nous de nous inventer en permanence. Loin des cases et des grilles. C'est ça. On doit toujours s'inventer loin des cases et des grilles de lecture qui sont mises à notre disposition. Comment faire? Pour ne pas louper sa vie de l'intérieur, il n'y a que l'analyse. Cette sympathie que l'on a pour soi-même. Cette intelligence qui nous fait aborder les choses avec intelligence. L'intelligence aborde les choses selon les rapports extérieurs. Il faut tâcher de saisir l'autre, parce que l'autre participe à l'édification du moi. C'est important au moment où on pense que se replier sur soi, voilà, rester chez soi, chacun chez soi. Toi, tu viens de la Caraïbe, tu restes chez toi. Tu viens de France, reste chez toi. On va rester entre nous Martiniquais. C'est qu'on n'a pas encore compris que, justement, il faut mettre les règles pour pouvoir accepter la vie avec l'autre. C'est ça. Le problème, c'est pas d'exclure l'autre. Le problème, c'est de savoir comment j'accueille l'autre et dans quelles conditions que je l'accueille. Parce que l'autre participe à l'élaboration de mon moi et aussi de ma culture. Alors, je voudrais quand même dire, en épilogue, ce qu'elle dit, une vie sans examen n'est pas une vie réellement vécue, comme dit Socrate. Pour mener un tel examen, on a besoin de philosophie et pas de sagesse de supermarché. Il n'est pas certain qu'elle rende heureux, mais elle contribue à développer l'intelligence de l'homme, une pensée autonome. La philosophie insuffle que l'esprit n'est jamais mort, que la réflexion n'a jamais rendu les armes, qu'une libération est toujours possible. C'est-à-dire que la philosophie, c'est l'école de l'optimisme. C'est-à-dire, quand on se croit au fond du trou, où on croit que tout est perdu, ben non. Et parce que à côté, c'est le poète Hölderlin qui disait qu'à côté du désastre, eh ben, il y a quelque chose qui sauve.
quand vous allez à la plage, il y a le mansolinier, il y a... Qu'est-ce qui va nous sauver à la plage? Il y a le mansolinier qui gratte et tu as l'olivier. Voilà. Donc, la nature, c'est bien faire les choses, hein. D'accord? Donc, l'olivier est là pour te sauver. Donc, voilà. Je verrai l'olivier différemment maintenant. Alors, il y a encore du temps, ou non? Non. Encore un alors petit peu. je termine et tu pourras conclure. Si développement personnel il devait y avoir, ce serait au sens d'aider les êtres à devenir des personnes, c'est-à-dire des singularités libres. Voilà, des êtres uniques et libres. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Hein. Non, c'est le titre en lui-même, il est assez évocateur, développement impersonnel. Ouais. Impersonnel, effectivement, comme tu disais, s'il est personnel, on devrait avoir des recettes. Une recette pour moi ne serait pas la recette pour toi ou la recette pour le voisin. Donc, en fait, ce sont des recettes collectives. Des recettes de groupe, de grands groupes. Oui, de grands groupes. Communautés. De millions de personnes. D'accord. En tout cas, je pense que tes élèves vont apprécier la dernière citation sur l'examen, les évaluations, l'examen. Oui, tout à fait. En tout cas, merci beaucoup Marie-Laurence. Comme d'habitude, tu nous as permis de reconsidérer nos habitudes, nos positions. Oui, tout à fait. D'accord. La prochaine fois que je verrai un livre de développement personnel, je me poserai la question, est-ce qu'il est si personnel que ça ou bien des millions de personnes? Oui, voilà. En quoi je peux dire qu'il est vraiment personnel, qui s'adresse à moi comme personne unique et singulière, et libre. Ah oui. Et libre. Parce qu'on ne parle pas suffisamment de liberté dans ce que nous faisons. On parle souvent d'égalité, mais c'est un mot qui passe à la trappe, la question de la liberté. Ça peut être l'occasion de notre sujet. Oui, tout à fait. En tout cas, merci beaucoup Marie-Laurence. Si comme Marie-Laurence, vous souhaitez présenter un ouvrage que vous appréciez, vous pouvez le faire en proposant tout simplement le numéro qui s'affiche, à savoir le 06 96 19 41 13. Et nous nous ferons un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Plaisir de lire. Donc merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Merci Marie-Laurence. Oui, merci Ludovic. Et puis merci à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent et nous regardent à la télévision Zouk TV. Merci beaucoup. Nous vous souhaitons une bonne fin d'après-midi et nous vous disons à très bientôt.